Donc aujourd'hui, on avait déjà vu, vous vous souvenez, le texte de Goffman, Asile, l'année passée. On voit le texte de 1963, Stigmate, les usages sociaux des handicaps. Et de toute façon, il y a toujours une utilisation chez Goffman. On dirait aujourd'hui que c'est un stretching concept. Un stretching concept, ça veut dire qu'en gros, voilà, la notion de stigmate au début est définie, et puis elle va s'ouvrir à toutes sortes de catégories d'humains qui ont certains des handicaps physiques, d'autres mentaux, d'autres tout simplement sociaux, etc. Donc on a véritablement comme ça une fonction très 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 ouverte. Donc on voit ce texte-là et toutes les différentes catégories de stigmates et comment le stigmate est intériorisé, quel type de stratégie l'individu stigmatisé met en place pour avoir un certain type de relation avec ceux qui sont définis comme normaux, etc. etc. Donc ça, on va voir plus spécifiquement ça. Et puis, on dira également quelque chose du texte de Foucault, de son cours au Collège de France, donc quasiment 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, 74, années 74-75, les anormaux. Et donc, on reviendra dans ce texte qui est tout à fait intéressant. Alors, plus spécifiquement, dans la grande partie de ce texte, Foucault va travailler sur trois notions qui sont pour lui l'archéologie de cette notion l'anormal. Alors, il revient sur la question du monstre, on verra ce qu'il en dit, sur l'incorrigible, donc plutôt le délinquant, voilà. Et puis, dernier point, l'onaniste, donc la question de la masturbation et comment c'est ces trois notions qui sont venues dire quelque chose de la normalité, au sens d'anormal. Mais dans une première partie, on reviendra, alors que c'est un tout petit peu plus sur le côté, sur comment fonctionne l'expertise psychiatrique, puisqu'il va reprendre différents exemples de l'expertise psychiatrique et de montrer quel type de discours de vérité et en même temps de discours venant chercher derrière l'illégal déjà la figure anticipatrice de l'anormal, et que l'expertise psychiatrique fait ce doublet là, et que donc bien évidemment il y a tout un processus de normalisation sociale qui se fait là. Et puis autre chose on en dira également un mot, c'est tout ce qui concerne ce qu'il appelle l'indignité du pouvoir. Je le fais bien évidemment parce que ça fait écho à beaucoup de choses. Où là, très clairement, il va rappeler ce qu'est la souveraineté grotesque, la souveraineté ubuesque, et comment, pour lui, ce n'est pas un accident de parcours, c'est figure régulière dans le pouvoir du ridicule. Pas du tout quelque chose qui est de l'ordre de l'accidentel, c'est quelque chose qui renvoie au structurel du pouvoir, et qui est là, selon lui, non pas pour dire les limites du pouvoir au sens où il serait insuffisant, mais précisément l'inverse, pour montrer à quel point il y a un caractère inévitable du pouvoir, alors même que la figure qui est, celle qui représente le pouvoir est la plus déficiente possible, et la plus ubuesque possible, la plus ridicule possible. Et voilà, donc on reviendra sur ce fonctionnement du souverain infâme et ce que Foucault en dit de ce statutaire disqualifié. Et il fera le lien bien évidemment aussi avec la question du discours de vérité de l'expertise psychiatrique,
Là, c'est, dit-il, c'est ubu savant. Mais c'est un petit peu, on y reviendra. Donc, premier moment, Goffman. Goffman, donc, la définition, ça ouvre d'emblée sur ce qu'est la définition d'un stigmate. On parle de stigmate à partir d'un moment où il y a une situation de l'individu que quelque chose disqualifie et empêche d'être pleinement accepté par la société. Et bien évidemment, lui va voir comment ce concept-là s'ouvre à quantité de nouvelles catégories de personnes. Donc, stigmatisé parce que, précisément, on est porteur d'une disqualification, mais pas ontologique. Cette disqualification est celle qui est donnée par la société et qui a essentiellement un objet, un enjeu, c'est celui d'empêcher votre acceptation par cette même société. Et il ouvre en exergue, il donne un témoignage. Le livre d'ailleurs n'est pas du tout vous savez que la méthodologie de Goffman est une méthodologie qualitative et non pas quantitative, et donc c'est essentiellement par des entretiens, c'est essentiellement par des témoignages, des études de cas très précises, et donc c'est par la singularité qu'on vient attraper l'universel du stigmate. Et donc il ouvre sur une jeune femme qui lui a envoyé un courrier et qui a signé désespérée, amicalement auparavant, parce qu'elle est courtoise, désespérée mais courtoise. Quel est son problème? Elle a 16 ans et, dit-elle, elle est née sans nez. Donc elle a un trou au milieu du visage, et donc elle écrit rapidement: maman m'aime, mais elle pleure quand elle me regarde, c'est affreux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un sort aussi horrible? Même si j'ai fait des mauvaises choses, c'était pas avant d'avoir 1 an. Et je suis née comme ça, j'ai demandé à papa et il a dit qu'il ne sait pas, mais que peut-être j'ai fait quelque chose dans l'autre monde avant ma naissance, ou que peut-être j'étais punie pour ses péchés. Mais je ne crois pas, parce qu'il est très gentil. Est-ce que je devrais me suicider? Bon, donc c'est véritablement l'ouverture sur un témoignage qui fait qu'effectivement, ça va très 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 loin dans la disqualification ontologique, puisque la solution qu'elle voit, c'est essentiellement celle du suicide. Donc dans un premier chapitre, on va d'abord revenir sur une définition effectivement du stigmate et rappeler au départ que dans le monde grec, le stigmate est essentiellement là pour désigner des marques corporelles, mais pas n'importe quel type de marque corporelle. Elles sont toujours, ce sont des signes, c'est-à-dire que ça envoie une communication. C'est fait pour repérer quelqu'un, c'est fait pour marquer quelqu'un. Donc c'est destiné à exposer quelque chose. Donc ces marques corporelles, elles sont là pour signifier quoi? Quelque chose d'inhabituel et de détestable. Et pour disqualifier d'emblée, d'une certaine manière, le statut moral de la personne. Alors dans un premier temps, qui porte ces stigmates? Souvent ce sont des marques gravées par le couteau, par le fer rouge, etc. Et qu'est-ce que ça vient signifier? Ça vient signifier que vous êtes un sous-homme, que vous êtes éventuellement un esclave, que vous êtes un criminel, que vous êtes un traître, que vous êtes une prostituée, etc., etc. Et donc, vous êtes un individu frappé d'infamie. Et vous êtes rituellement impur. Et en somme, il faut vous éviter dans les lieux publics. Donc c'est tout un instrument de contrôle social. Et on part de cette notion-là, du stigmatisé, qu'il faut absolument éviter, parce que ça peut même être
non pas contagieux, mais c'est quelque chose effectivement qui dialogue avec les autres. Donc jusqu'où vous dialoguez avec celui qui est stigmatisé, ça vient bien évidemment vous impacter. Et puis bien évidemment, par la suite, ça va être une disgrâce et on ouvre la notion de disgrâce. Alors plus conceptuellement parlant, le stigmate, c'est ce qui naît d'un désaccord, dit Goffman, d'un désaccord entre ce qu'on nomme l'identité sociale réelle et l'identité sociale virtuelle. Et à partir de ce moment, s'il y a désaccord entre les deux, à ce moment-là, il y a un phénomène de diminution de la personne, de l'individu, et cette personne cesse d'être pour nous une personne accomplie, une personne normale. Elle tombe au rang, dit-il, d'individu vicié, amputé, et en gros, elle permet essentiellement de jeter le discrédit, et on va revenir sur cette notion, donc discrédit, déficit, handicap. Et le mot stigmate est là à la fois pour désigner un attribut qui va jeter un discrédit profond sur la personne, mais également il faut bien comprendre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est un système de signes, il faut bien voir qu'en réalité c'est en termes de relations. C'est en termes de relations et non pas seulement d'attributs qu'il convient de parler. Et alors là, l'écart peut être dans différents sens. Ça peut être un sens éminemment, par exemple, il donne des exemples. Voilà, ainsi il existe chez nous des métiers tels que ceux qui les exercent sans posséder le niveau universitaire attendu, doivent le cacher, par exemple. Alors on voit très très bien, ça nous rappelle absolument toute la réflexion qu'on avait vue avec Houry et d'autres sur statut, fonction, métier, et comment, ou ce que dans un autre genre, c'est pas tout à fait pareil, mais vous avez ça chez Bourdieu, de la différence entre la misère de situation, vous vous souvenez, et la misère de position. C'est-à-dire véritablement de la différence entre une réalité en termes de valeur absolue, quelle est ma situation, et puis quelle devrait être ma position, l'idée que je me fais de ce que devrait être ma situation, et en fait, ça fait une double peine, parce que très souvent, il y a un hiatus là, qui renforce un sentiment de déclassement, de déconsidération, de méprise, etc. Bon. Donc, ainsi, il existe chez nous des métiers tels que ceux qui les exercent sans posséder le niveau universitaire attendu doivent le cacher. Il en est d'autres, au contraire, qui incitent, donc ça marche dans les deux sens, les rares diplômés de l'enseignement supérieur qui s'y rencontrent à tenir secrète leur éducation, de peur qu'elle ne les dénonce comme ratés et intrus. De même, dans les classes moyennes, un jeune homme n'éprouve en général aucun scrupule à ce que l'on voit aller à la bibliothèque. En revanche, alors c'est assez, on est en 1963, en revanche, voici ce qu'écrit un bandit professionnel. Ça, je voudrais bien savoir quand même de la vérité de la catégorie bandit professionnel. Bon, mais imaginons que oui, il a rencontré ce fameux bandit professionnel qui lui a fait cette confidence. Je cite le bandit professionnel. Je me rappelle par exemple, c'est le bandit qui parle, avant, c'est arrivé plusieurs fois, j'allais dans une bibliothèque publique, près de là où j'habitais, et je regardais par-dessus mon épaule 2 ou 3 fois, avant d'entrer pour de bon, juste pour m'assurer qu'il n'y avait personne qui me connaissait dans les environs, qui pouvait me voir à ce moment-là. Parce que bien évidemment, pour un bandit professionnel, soyons absolument caricatural, c'est déconseillé et absolument stigmatisant de paraître intellectuel, voire, attiré par les bibliothèques. Bon, en tout cas, la véridicité ou pas de l'exemple, ce qui est intéressant, c'est de montrer que, voilà, l'écart, ça marche dans les deux sens. Et que
le stigmatisé se pose non pas en termes ontologiques, mais toujours en relation avec, en référentiel avec. Et c'est un jeu interactif avec un certain type de culture, vous aurez un certain type de société, un certain type de valeurs, parce que bien évidemment les stigmates ne seront pas les mêmes. À un moment donné, je ne sais plus, c'est un petit peu plus loin, mais on prend un autre exemple sur par exemple un Touareg. Un Touareg qui a un visage totalement, marqué par différentes blessures, etc., et qui est véritablement ce que l'on considérerait comme laid, bon, mais en revanche une allure superbe, etc., et de dire, voilà, à partir du moment où quand vous êtes Touareg, vous avez quasiment tout le temps le visage masqué, le stigmate de ce visage-là n'est absolument pas le même que dans une société où la première manière de s'adresser à autrui, c'est par le fait de montrer son visage et non pas de montrer son corps, son allure, sa capacité d'être sur un cheval ou que sais-je. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout le même type de stigmate et de relations interpersonnelles qui se met en place. Donc c'est toujours en termes de relations que l'on a quid de cet écart entre identité virtuelle et identité réelle. Alors ensuite, il va définir deux grands types, là aussi, de stigmates. Tout ce qui concerne le stigmate visible, immédiatement, et donc qui permet de jeter, dit-il, un discrédit profond, durable. C'est comme une maladie chronique, hein, de fait. Quelque chose, on ne peut pas s'en dépêtrer. On ne peut pas en guérir, on ne peut pas faire sans. Hein. Il y a une espèce de chronicité du stigmate qui est là, on doit faire avec, quoi. Et donc le discrédité, et puis, dit-il, il y a une deuxième grande catégorie de stigmate, plus compliquée, le discréditable. Quelque chose qui vous met sous la menace de la reconnaissance du stigmate, mais qui peut être plus ou moins visible. Et donc, il y a toute une série de stratégies que met en place la personne pour dissimuler, et notamment les faux semblants, etc., pour dissimuler la révélation de ce stigmate. Donc, trois grands types de stigmates chez le discrédité. Tout d'abord, tout ce qui concerne les monstruosités du corps, les difformités. Ensuite, tout ce qui concerne les tares du caractère. Alors, par exemple, qui prennent l'aspect, dit-il, d'un manque de volonté, de passion irrépressible, de croyances égarées, de malhonnêteté, etc., etc. Ça va jusqu'à, bien sûr, on met dans le même package les drogués, les alcooliques, à l'époque encore les homosexuels, les chômeurs, enfin bon, bref, donc vraiment tous ceux qui sont censés être faibles au sens de leur volonté. Et puis enfin, les derniers stigmates visibles, les stigmates tribaux, dit-il, la race, la nationalité, la religion, et qui en plus se transmettent de génération en génération, et, dit-il, peuvent contaminer également tous les membres d'une famille. Mais dans tous les cas de stigmates, on a tout de même des grands invariants. Et ce grand invariant, c'est que le stigmate est là pour nous détourner de la personne, donc il y a une fonction de contrôle social évidente, et pour détruire les droits qu'il a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la communauté, du fait de ses autres attributs. Il possède un stigmate, une différence fâcheuse d'avec ce à quoi nous nous attendions. Et le nous, c'est quoi? Ce sont bien évidemment les normaux, ceux qui ne sont pas affligés de ce stigmate. Et grâce à ce stigmate, nous allons pouvoir pratiquer toutes sortes de discriminations. Et alors c'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est les discriminations? Et c'est vraiment ça, et on voit très très bien que dans tout ce qui concerne l'affirmative action ou la discrimination positive, etc., derrière cette notion, il y a une autre notion philosophique, de philosophie politique, qui est celle de l'égalité des chances.
Et en fait, c'est ça. Le stigmate, c'est là, pourquoi? Le stigmate, c'est là pour réduire efficacement, même si c'est inconscient, efficacement et durablement les chances d'une personne. Voilà à quoi ça sert. Enfin, en tout cas, voilà ce que ça permet, de réduire efficacement, durablement les chances d'une personne. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que ça permet de justifier ce qui, bien évidemment, au départ n'est qu'une position de principe, à savoir l'infériorité d'autrui. Mais là, précisément, on va pouvoir justifier l'infériorité d'autrui, le fait qu'elle représente un danger. Et en fait, l'idéologie du stigmate, dit-il, sert tout simplement à rationaliser une peur de départ, une animosité, une rivalité. C'est-à-dire, en gros, ça nous permet d'évacuer des concurrents, quoi. Bon, c'est pas tellement... et donc, va nous permettre de rationaliser une animosité fondée très souvent sur d'autres différences, mais qu'on ne peut pas éventuellement assumer comme telles. Par exemple, différences de classe, différences de religion, différences d'ethnie, etc. Donc, voilà ce que ça permet, et bien évidemment, ça entraîne une forme de déshumanisation que va subir l'individu. Et chose terrible, c'est que très souvent le stigmatisé, ce qui est normal, va réagir par des réactions de défense qui, dans la majorité des cas, et même dans l'intégralité des cas, seront toujours utilisées contre lui. C'est-à-dire que les stratégies de défense qui seront considérées comme l'expression directe de sa déficience, ou alors comme de la victimisation insupportable, ou alors précisément venant témoigner de son insuffisance, et donc, de fait, justifiant la manière dont on le traite. Donc, pourquoi? Et donc, c'est ce jeu-là, le stigmate, permet tout simplement à la société de faire intérioriser le plus possible un sentiment de différenciation négatif, dévalorisant. C'est vrai, c'est beaucoup plus simple d'amener l'autre à une dévalorisation permanente de soi-même plutôt que même de le dévaloriser chaque jour. On verrait sans doute la duperie, alors que bien évidemment, lorsque on s'auto-dévalue de façon permanente, je dirais que la duperie est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Donc vous voyez vraiment, on a une vision là sur le stigmate qui est très 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 ouverte, très très sociale. C'est pas spécifiquement celle de la santé, d'un handicap classique. C'est quelque chose qui s'ouvre. Et encore une fois, qui permet quoi? Qui permet, dit-il, de renforcer la cassure entre soi et ce qu'on exige de soi. Donc c'est vraiment aller travailler comme ça sur la vexation narcissique d'un être et l'affaiblir vraiment par l'intérieur parce qu'il devient lui-même son plus grand ennemi. Et alors, c'est très intéressant, un petit peu plus loin, il cite un témoignage et il explique ce qu'est cette cassure entre soi et soi, qui est ressentie donc entre l'identité virtuelle et puis l'identité réelle. Mais il faut bien comprendre qu'on pourrait renverser ça, c'est-à-dire que l'identité virtuelle, c'est celle effectivement que j'imagine, mais c'est aussi la vraie identité, c'est-à-dire que l'identité réelle, c'est pas celle de la réalité sociale, stigmatisée, chosifiée, puisque celle-là, elle est minuscule. Donc la véritable identité, c'est quelque chose qui explose cette catégorisation forcée du stigmate. Et alors, comment il le dit là? Il le dit, voilà, j'avais l'impression, donc l'individu stigmatisé,
qui tout d'un coup ne peut plus marcher alors qu'il pouvait marcher, etc. etc. J'avais l'impression que cela n'avait rien à voir avec moi, que ce n'était qu'un déguisement. Okay. Mais c'est un déguisement que je porte pour la vie. Ce n'était qu'un déguisement, mais je l'avais sur moi pour la vie. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce sentiment permanent d'être identifié par quelque chose de profondément visible qui ne dit rien de ce que l'on est et qui en même temps obstrue tout dans la relation avec autrui par sa visibilité, par sa prégnance, par sa centralité, sa polarisation, sans cesse on revient à ça, alors que ce n'est que du faux, alors que ce n'est qu'une apparence, qu'un déguisement, mais on l'a pour la vie, cela. Alors, comment la personne réagit par rapport à un stigmate? Plusieurs stratégies. Alors là, il va en donner quelques-unes. Alors tout d'abord, avec le fait que dans certains cas, il est possible de corriger la déficience, et donc on va avoir, je ne sais pas moi, une chirurgie esthétique, un aveugle qui va essayer un traitement oculaire ou que sais-je. Bon, donc quel est l'enjeu? C'est la transformation de soi-même, parce qu'on est affligé par une certaine tare. Et alors là, c'est tout à fait particulier, parce que quand vous êtes dans une telle demande, dans une telle cassure de soi à soi, vous êtes profondément vulnérable, dit Goffman, vous êtes exposé en fait à tous, et notamment aux charlatans. Je comprends le terme, puisque c'est... alors les charlatans, il y en a beaucoup, toutes sortes de charlatans qui viennent lui vendre des remèdes. Alors, contre le bégaiement, des éclaircisseurs pour la peau, des appareils pour grandir, des restaurateurs de jeunesse, des cures par la foi, de l'assurance dans la conversation, enfin bon, bref, toute une série de gens. Et bien évidemment, les personnes stigmatisées, en tout cas qui se sentent stigmatisées et qui le sont par la société, bien évidemment, elles se laissent sans cesse attrapé par ce rêve possible et qui, si j'ose dire, renforce le caractère de victimisation. Parce que bien évidemment, elles tombent sur des charlatans et donc elles ont un sentiment vraiment d'être bernées et sans cesse bernées. Bon. Mais, donc ça c'est un premier point. Une deuxième technique, c'est la technique du champion, en gros. La technique du champion, c'est celui qui cherche précisément à faire ce que normalement le stigmate lui empêche, l'empêche précisément de faire. Alors donc, un handicapé qui va devenir champion précisément d'un sport pour montrer à quel point il n'est pas affligé par ce stigmate et comment, d'une situation extraordinaire dans le malheur, en tout cas d'une situation très compliquée, on essaye par la sublimation de faire, et puis pas que par la sublimation, par tout un travail physique, on essaye de transformer cela. Donc ça aussi, c'est une manière de fonctionner. Et donc voilà. Donc ça, c'est une deuxième technique qu'il définit dans le livre. Et puis, il y a tous ceux qui vont essayer d'être des résilients. Sachant que là, ce qu'on dit du stigmate, encore une fois, on peut le dire de chacun d'entre nous. Je veux dire, on connaît tous ces différentes techniques face à des obstacles qui sont plus ou moins durables, plus ou moins constitutifs de notre personne, de notre organisme. Alors les résilients, c'est le précium doloris, d'une certaine manière. C'est-à-dire la souffrance est capable d'enseigner certaines choses sur la vie et les hommes. Et là, il cite ce cas de poliomyélite
qui, dit-il, en fait, s'il n'y avait pas eu cette souffrance, en fait, je n'aurais pas appris tout ce que j'ai pu apprendre par cette souffrance. Je sais, dit-il, que ma conscience des autres s'est approfondie et accrue, que ceux qui me sont proches peuvent compter sur moi pour tourner vers leurs problèmes toute mon intelligence, tout mon cœur et toute mon attention. Cela, je ne l'aurais jamais appris en m'agitant sur un court de tennis. Bon, donc il y a effectivement tous ceux qui vont considérer qu'il y a un enseignement très spécifique lié aux situations douloureuses, ce qui est vrai, et que ça permet aussi de redéfinir non pas les limitations de ceux qui se sentent stigmatisés, mais précisément les limitations de ceux qui sont définis comme normaux. Donc là, ça permet de renverser la manière de voir les choses. Et alors un exemple classique, hein, les esprits sains, aussi bien que les corps sains, peuvent être infirmes. Bien sûr. Le fait que les gens normaux peuvent se promener, voire entendre, ne signifie pas qu'ils voient ou qu'ils entendent réellement, bien sûr. Donc là, c'est tout le jeu qu'on connaît classique de je suis peut-être handicapé, mais toi, tu es handicapé du cœur, de l'esprit, de l'intelligence, etc. Et effectivement, c'est le fait que derrière, en fait, le normal n'est absolument pas une absence de stigmate. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le normal fonctionne avec des stigmates acceptés. Et des insuffisances qui sont jugées acceptables, voire parfois nécessaires parce qu'elles aident à organiser l'ordre, qu'elles sont, voilà, il y a un caractère d'instrument, ça sert à quelque chose, ça sert éventuellement les intérêts de quelque chose, mais le normal n'est absolument pas une absence de stigmate. Donc il y a un certain type de stigmates qui en gros servent les intérêts d'une collectivité, et puis il y a des stigmates, entre guillemets, ontologiques, qui, eux, sont considérés comme ne servant pas les intérêts de certains ou de cette communauté. Alors, donc, redéfinition des limitations des normaux. Autre chose, je continue toujours, donc là on est page 24, c'est parce qu'il y a plusieurs types de stigmates. Il y a ceux qui ont eu un stigmate inné, et puis il y a ceux qui se sont vus affligés d'un stigmate sur le tard, hein, le statut d'ex-normal, qui n'est pas du tout la même chose. Et donc ça fait bien évidemment pas le même type de stratégie. Par exemple, un ancien normal qui dit, voilà, une porte s'est refermée sur ma vie. Bon, parce que c'est une femme notamment défigurée, et que notamment pour une femme, parce que la question du visage chez la femme est une question bien sûr clé, et que le fait d'avoir été défigurée a produit une altération totale de sa vie, de son rapport aux autres, de son rapport aux hommes, et puis de ses modes de vie, tout simplement de son style de vie, de sa manière d'être au monde, parce que tout d'un coup, la honte, la gêne, la culpabilité d'être ainsi, notamment par rapport à sa fille, ne pouvant pas lui renvoyer une image qu'elle trouve digne, et donc ne pouvant pas lui enseigner d'une certaine manière ce que certaines femmes veulent enseigner à leur fille, à savoir une certaine conception de la beauté, d'une manière de séduire, etc. Bon. Donc de fait, une porte s'était refermée sur ma vie. Et ça crée quoi, dit Goffman, en reprenant un autre témoignage, ça crée une déficience presque fatale des structures du moi. Une déficience presque fatale des structures du moi, et qui fait que
voilà, celui qui se sent stigmatisé et qui l'est de fait, rentre dans un système de sécurité, d'insécurité ontologique, d'insécurité identitaire, permanente. Il ne peut plus se sentir en sécurité avec les autres. Ça permet ça, aussi le stigmate, de faire en sorte que vous avez un sentiment d'être une proie, d'être toujours dans une position d'infériorité, mais d'être une proie, d'être soumis à l'arbitraire, à l'arbitraire d'autrui. Sous-entendu, il peut m'expulser, il peut m'exclure, sans que je sache réellement pourquoi. L'incertitude qu'éprouvent les infirmes, par exemple, quant à leur statut, domine un grand nombre d'interactions sociales. L'aveugle, le malade, le sourd, l'estropié ne sont jamais sûrs de ce que sera l'attitude d'une nouvelle connaissance. Une attitude de rejet ou bien une attitude d'acceptation. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire cette idée que sans cesse, je ne peux pas capitaliser sur des relations avec autrui. À chaque fois, recommence d'une certaine manière la relation avec autrui et on repart du même obstacle qu'il va falloir vérifier si oui, si non, etc. etc. Et donc, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, et donc un grand sentiment d'insécurité. Et ça va si loin, ce sentiment d'insécurité, que tout fait écho au stigmate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est défini en fonction du stigmate. Bien évidemment, vous êtes défini, le stigmatisé, en fonction de votre stigmate, mais vous identifiez le discours d'autrui en fonction de ce stigmate. Si par exemple ce discours est bienveillant, vous dites il est bienveillant parce que je suis infirme ou parce que ceci. En fait, il n'est pas spécifiquement bienveillant. Et si il ne l'est pas, dit mais précisément, il est agressif parce que il n'aime pas les infirmes, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a sans cesse une polarisation, une centralité qui fait que tout est signifiant par rapport à ce stigmate. Alors, donc ça c'est donc voilà, il ignore ce que les autres pensent vraiment de lui. Mais on pourrait dire mais c'est la vérité de tout le monde, puisque c'est la vérité de tout le monde est en théâtre tout le temps. Mais avec ce sentiment que bien sûr nous tous nous avons exactement la même chose, mais de façon plus banalisée, plus indolore. Ça nous touche moins. Mais de fait, on ne sait jamais ce que pense autrui, on nous dit toujours bonjour pour des raisons, on n'en sait rien. Bon, voilà. Mais comme on n'est pas soi-même dans un sentiment déficient de soi, bon, on renvoie ça éventuellement à l'autre, à son hypocrisie ou à son caractère mondain, voilà, mais on ne met pas la barre sur soi. Donc c'est beaucoup plus reposant. Alors que là, on est sans cesse en sentiment d'exposition, en représentation, dit-il. L'individu affligé d'un stigmate a tendance à se sentir en représentation. Et puis alors, bon, donc là, avec tout un passage qui est assez drôle d'ailleurs, sur le côté, sur les bonnes intentions et le caractère insupportable parfois des bonnes intentions. Alors par exemple, ces réussites les plus insignifiantes prennent l'allure de capacités remarquables et dignes d'éloge du fait des circonstances. Et alors il raconte quelque chose. Alors ça c'est un individu, d'un stigmate très 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 léger. En gros, après le bandit professionnel, nous avons le délinquant professionnel. Et alors le délinquant professionnel, lui aussi, c'est fantastique, on n'a que des bandits et délinquants professionnels fanatiques des grands auteurs, donc ça c'est quand même précieux, absolument, c'est bien, de Simone de Beauvoir, etc., etc. Bon bref, et donc il raconte ça, le délinquant, que lui, ce qu'il aime, c'est lire ça, et il raconte comment il rencontre quelqu'un d'autre qui vient vers lui et qui lui dit, mais enfin, mais c'est dingue, mais vraiment, je trouve ça profondément, je suis extraordinairement étonnée de vous voir lire des livres comme ça me renverse vraiment. Et
le délinquant professionnel dit, vous savez, pour lui, c'était pas du tout une remarque insultante. En fait, je pense qu'il croyait qu'il se montrait honnête, en m'avouant à quel point il se faisait des idées fausses. Ça me donne envie de les buter, c'est con. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, voilà, et alors, il y a, vraiment, c'est très très juste, parce qu'en fait, c'est vraiment une série de double peine, c'est-à-dire que dans le Courage de la vérité, le cours de Foucault, il y a un passage où le parésiaste dit, le parésiaste est celui qui risque le délien. Le délien, c'est-à-dire le fait que le lien peut se briser. Mais précisément, il fait ce risque-là pour préserver un sens du lien avec les autres. Il ne fait pas ça pour simplement faire rupture. Mais c'est vrai que, comme il dit quelque chose qui éventuellement peut être dur à entendre, il prend le risque, à un moment donné, de perdre ce lien. Là, ce que Goffman dit, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire que le stigmatisé, d'une certaine manière, est toujours responsable de faire lien. Alors que tous les autres sont là et font du délien. Et lui, en gros, il doit toujours faire attention à ne pas se faire ostraciser encore plus. Et donc, par exemple, il dit un petit peu plus loin dans le texte, il faut accepter l'aide. Vous savez, l'aide dont on n'a pas envie. Voilà, il faut, dit-il, ou alors, si vous avez quelqu'un de très désagréable, il faut rééduquer son offenseur. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes toujours celui qui, en gros, est responsable de faire lien, alors que précisément le stigmate est là pour vous mettre dehors. C'est doublement pervers, si j'ose dire. C'est-à-dire que, vraiment, alors, voilà, il faut accepter, dit-il plus loin, l'étiquette de la divulgation. Vous n'avez pas envie de dire que vous avez quelque chose. Ben si, vous allez rentrer, expliquer à tout le monde, faire un cours de pédagogie pour les uns et pour les autres, aider les autres à faire preuve de tact, accepter l'aide, alors que c'est des intrusions injustifiées, mais ne pas décevoir leur générosité. Oui, parce qu'ils essayent, les autres, ils essayent de vous aider. Hein. L'acceptation de l'aide maladroite des normaux. Et donc vous êtes sans cesse, voilà, obligé de faire ça, et c'est assez bien vu, alors qu'à un moment donné, vous n'êtes pas, c'est comme si le stigmatisé à un moment donné était celui qui est porteur, par exemple, d'un handicap, notamment pour ceux qui sont des handicaps visibles. Et c'est une exposition au sens où chacun peut venir vous rencontrer à partir de votre stigmate, alors que vous ne le connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est je vais vous aider, machin. Alors on peut dire mais c'est très sympathique, etc. Mais c'est aussi une intrusion dans la vie privée, mais chacun se donne le droit de venir faire cette intrusion, comme si on vous disait tu ou etc. C'est-à-dire une manière de créer immédiatement un lien intime avec vous, alors que non, vous êtes quelqu'un, mais c'est le stigmate qui permet de vous attraper par la porte d'entrée, le stigmate. Et donc, on va, alors on dit mais c'est de la solidarité, etc. Oui, c'est de la solidarité, mais pas toujours. C'est aussi une manière qui peut être parfois jugée comme intrusive. Et voilà, vous avez les normaux qui s'autorisent. Et qui s'autorisent parce que voilà, vous avez un certain type de handicap. Alors, encore une fois, c'est tout à fait logique. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ont ce handicap, ça peut être sans cesse cette polarisation autour de leur handicap et bien évidemment assez compliqué. Ah voilà, par exemple, je donne un exemple, c'est très bien dit ça aussi, une jeune fille unijambiste. Elle raconte ses expériences sportives, etc., etc. Chaque fois que je tombais, parce qu'elle tombe, c'était la ruée des femmes en troupeau,
gloussante et excitée comme une bande de mères poules dépossédées. C'était gentil de leur part, en y repensant. J'apprécie leur sollicitude, mais à l'époque, je souffrais de leur intervention, qui me gênait beaucoup. Tous ces braves gens se lamentaient en chœur. Cette pauvre jeune fille est tombée. Bon. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est non pas une tolérance, c'est un certain type de compassion, mais cette compassion est jugée, encore une fois, comme stigmatisante, et vous avez une sorte de curiosité morbide, etc. Voilà. Un stigmatisé est exposé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il est un sentiment d'être ouvert. Voilà. Alors que les autres peuvent être dissimulés, peuvent être cachés, sont invisibles. Et lui, il est visible par quelque chose qui ne dit rien de lui et qui permet aux uns et aux autres d'entrer dans sa maison, en gros. Et ça, c'est très bien dit aussi par Goffman, il est sans protection et il peut voir sa vie privée envahie. Alors que, bien évidemment, on peut comprendre que les autres compatissent au sort. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font ? Résultat, pour se protéger encore davantage, ils vont essayer de se rendre invisibles, ils vont essayer de se faire encore plus petits, et une raconte comment, et un autre dit, voilà, instinctivement, j'évite de rencontrer les gens. Voilà, à un moment donné, parce qu'il est devenu à la fois effrayé par sa propre honte, mais également par soit l'agressivité qui est devant lui, soit l'embarras constant, soit la curiosité morbide. Donc, en tout cas, il y a toujours un trop de la relation qui est comment dire, pas simple à mettre en place. En gros, donc là vous aurez une grande définition, c'est page 30-31, c'est le malaise. Voilà, qu'est-ce que c'est que le malaise ? C'est ça. C'est un état de conscience aiguisé, concentré, qui fait que l'interaction s'articule trop exclusivement en fonction, toujours, de ce facteur. Alors, on continue. Je regarderai mon heure parce que je suis rapide comme éclair, comme d'habitude. Bon. Donc ensuite, vous avez comment dire, différentes techniques. Il y a tous ceux qui vont essayer de devenir, dit Goffman, des modèles vivants d'une conquête de la normalité. Alors très souvent, c'est le fait d'utiliser à un moment donné son handicap et de devenir le porte-parole de cet handicap. Et donc, tout d'un coup, de prendre la parole au nom d'eux, etc., association de patients, que sais-je. Et bien évidemment, c'est une des techniques de base d'essayer de renverser un tant soit peu le sentiment du stigmatisé. Ensuite, il donne différents aussi types de relations, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle les contacts mixtes entre à la fois individus normaux et individus stigmatisés, sachant qu'on pourrait bien évidemment considérer qu'on est toujours le stigmatisé de quelqu'un ou de quelqu'une, donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi clair en termes de frontières. Et donc, la manière dont les stigmatisés se tiennent par rapport à ceux qui sont comme eux, ou au contraire à ceux qui ne sont pas comme eux. Et là aussi, les techniques divergent. Je vous renvoie à ça, vous verrez, avec des conflits de loyauté qui ne sont pas simples, parce que parfois, certains peuvent être considérés comme des traîtres, d'une certaine manière, parce qu'ils refusent d'être plus ou moins identifiés à cela.
et singeant trop la normalité, alors il parle de normification, c'est-à-dire la mortification et la normalisation, le mélange des deux. C'est-à-dire le fait que voilà, vous faites cette technique de se mortifier par la conquête d'une normalité que vous ne pouvez pas de toute façon avoir et qui souvent vous est reprochée, bien sûr, par ceux qui se considèrent être comme vous. Qui comprend les stigmatisés, c'est assez drôle. Alors, soi-disant, le premier cercle, les cercles qui sont porteurs d'un même stigmate, quoique, mais aussi ce qu'il appelle les initiés. Et les initiés, c'est assez drôle, la définition d'un initié, parce qu'un initié, on pourrait dire, c'est des gens, je ne sais pas moi, plus intelligents, plus bienveillants, qui ont tout à fait compris le sens de la vie, etc. Bon, on va dire que c'est aussi ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça dans sa définition. Les initiés, en fait, c'est la troisième catégorie des stigmatisés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ceux qui sont stigmatisés de toute façon, mais un tout petit peu moins quand même. Par exemple, les initiés, les prostituées. C'est-à-dire celles qui sont normalement marginales, mais comme elles sont elles-mêmes marginalisées, quand elles sont face à un stigmate résolument visible, etc., elles peuvent avoir, par cette position où elles se sentent un pied dedans, un pied dehors, au contraire, une absence de jugement, etc. Donc les initiés sont souvent des vulnérables cachés. Hein. Bon, c'est pas que ça, mais c'est quand même en partie ça. Et puis après, vous avez bien sûr tout ce que j'ai dit. Donc ça, c'est tout ce qui renvoie au discrédité. Et puis, vous avez le discréditable. Et comment on va avoir un maniement de l'information qui discrédite, et comment tout l'enjeu, ça va être, pour le stigmatiser discréditable, d'organiser le contrôle de l'information sociale le concernant. Et donc de mettre en place toute une série d'astuces pour ne pas paraître, ou de faux semblants, pour ne pas paraître ce qu'il est, entre guillemets, vraiment. Alors là, par exemple, il y a différentes manières. Il y a notamment... alors là, c'est très très important, c'est-à-dire que là, l'attachement ambivalent de l'individu par rapport à sa catégorie stigmatique est un point clé. C'est-à-dire que autant dans le discrédité, vous aurez plutôt un attachement possible, parce que d'une certaine manière, on ne pouvait pas faire autrement, autant dans le discréditable. Alors là, en revanche, l'attachement, il y a une désaffiliation souvent très très forte par rapport à sa catégorie stigmatique initiale. Mais il y a aussi tout ce qu'il appelle les désidentificateurs. Et là c'est la technique de base, en gros, d'aller précisément chercher un signifiant qui m'identifie comme l'inverse. Hein. Donc c'est toute une technique d'aller vraiment dans un faux semblant maximum pour empêcher l'identification au stigmate. Et alors, dit-il, le problème c'est que va s'organiser pas simplement un faux semblant par rapport à soi-même, mais tout un faux semblant dans les relations intersociales. Pourquoi? Mais parce que, dit-il, il faut voir comment un stigmate, à quel point, dit-il, il contrarie le flux de l'interaction au départ, notamment un stigmate visible, on l'a vu, un visage déficient. Là, il prend l'exemple, deux exemples, un bégaiement, un fauteuil roulant et un aveugle. Enfin, trois. Par exemple, une réunion d'affaires. Voilà qu'est-ce que c'est, stigmate visible, comment on contrarie le flux de l'interaction.
Comment on vient créer des ruptures dans l'interaction communicationnelle. L'un des participants se déplace dans un fauteuil roulant, très bien, il est bien certain que tous les autres verront qu'il est dans un fauteuil roulant. Donc il y a un petit effet de rupture, mais très très vite, il est assis autour de la table de conférence, c'est fini. Hop, le flux est rétabli. En revanche, dit-il, celui qui bégaye, qui arrive et qui, dans un premier temps, au contraire, est identifié sans problème, dans un deuxième temps, à chaque bégaiement, va y avoir bien évidemment une interruption dans le flux de l'interaction. Même chose pour la question de l'aveugle, qu'on a tendance très très vite à oublier, mais qui d'une certaine manière, à chaque fois, là aussi, qu'il reprend la parole, dit il viole l'étiquette de la communication directe par simplement le fait qu'il ne peut pas orienter son visage vers les regards de ses compagnons, et donc à chaque fois, il y a ça vient mettre en place, on rompt les mécanismes rétroactifs de l'interaction verbale. Bon. Mais ce qu'il dit également, c'est comment vous avez l'enjeu, ça va être, voilà, encore une fois, de masquer par des faux semblants. Alors, il y a plusieurs techniques. Par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure que ça devenait infernal, c'est que vous devez adopter, par exemple, les routines des normaux. Bon, c'est tout un circuit entre guillemets, d'affabulation et de mythomanie qui se met en place. Hein. C'est un circuit du mensonge. Les routines inconscientes des normaux posent souvent des problèmes d'organisation aux individus discréditables. Et oui, c'est-à-dire s'il s'agit de paraître ce que vous n'êtes pas, il faut aussi rentrer dans la routine de ce que vous n'êtes pas. Et bien évidemment, sans cesse, c'est une veille permanente sur vous, parce que vous êtes sans cesse en veille, vous dites je vais faire une gaffe toutes les 5 minutes, parce que bien évidemment, ce sont des évidences qui n'existent pas. Donc vous êtes contraint sans cesse de prêter attention à des aspects qui, bien évidemment, pour vous ne sont pas signifiants. Donc ça, c'est une des difficultés du discréditable, Une autre technique, c'est la technique d'utiliser, alors ça c'est un grand classique, c'est plutôt charmant, c'est de choisir entre 2 stigmates. C'est-à-dire, en gros, vous avez 2 stigmates, vous prenez celui qui est acceptable, alors qu'en gros, c'est censé vous cacher d'un autre qui est plus compliqué. Bon, tactique classique, faire passer les signes d'une déficience stigmatisée pour ceux d'un autre attribut, dont le caractère stigmatique est moins grave. Bon, par exemple, classique, vous n'entendez plus. Ça, c'est une grande classique. C'est vraiment tous les jours, on voit ça. Vous n'entendez plus. Mais vous ne voulez pas porter les appareils. Non, parce que ça vous stigmatise. Mais vous n'entendez rien. Donc, quelle est votre stratégie? Votre stratégie, vous êtes un rêveur. Vous êtes ailleurs, quoi. Pardon? Ah oui, non, mais j'étais en train de penser à autre chose. Pardon, voilà. Donc voilà. De même, il arrive qu'une personne qui entend mal se conduise délibérément de telle sorte qu'elle donne aux autres l'impression qu'elle est rêveuse, distraite, indifférente ou sujette à l'ennui. Ça, c'est encore plus charmant. Dire, non, je m'ennuie. Ah bon, pardon. Donc ça, c'est vraiment très, très... allant jusqu'à feindre un malaise ou des ronflements pour bien montrer l'impossibilité où elle se trouve de répondre à des questions calmement posées. Bon, tout ça pour dire que, voilà, donc il va expliquer comment toute la ronde, entre guillemets, journalière d'un individu stigmatisé pour s'opposer à tout dévoilement, tous les types de techniques qu'il met en place, qui bien évidemment vont jusqu'à ce qu'il appelle un passage qui s'appelle la couverture, bon, etc., etc. Et dit-il, en fait,
ce sont les stigmatisés discréditables sont dans un syndrome, dit-il, de Cendrillon. C'est page 110. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Cendrillon? Vous connaissez tous, hein, c'est qu'à minuit, il faut vite déguerpir. La réussite de ces diverses pratiques exige souvent un minutage particulier. C'est ainsi qu'un individu discréditable en vient à vivre en laisse, à présenter le syndrome de Cendrillon, en sorte qu'il reste toujours à proximité d'une retraite où il peut défriper son déguisement et se reposer de l'obligation de le porter, qu'il ne s'en éloigne jamais tant qu'il ne saurait y revenir en empêchant l'information de filtrer à son propos. Donc en gros, toujours préparer d'une certaine manière sa retraite. Et puis dire aussi quelque chose, avant de passer à Foucault, sur le stigmate inversé, à savoir la célébrité. Vous avez quelques pages sur qu'est-ce que c'est d'être célèbre. Ça aussi, c'est assez bien vu sur cette idée que, bien évidemment, ceux qui sont stigmatisés positivement sont aussi en représentation permanente, sur un théâtre permanent. Et lorsque j'ai commencé, c'est Anthony Perkins qui s'exprime, lorsque j'ai commencé à être un peu connue, les jours où je me sentais déprimée, il m'arrivait souvent de me dire « Bon, je crois que je vais sortir un peu et me faire reconnaître. » Et il dit « Ces petites acclamations de rencontres sont probablement l'une des raisons qui font rechercher la célébrité. » C'est-à-dire un peu d'aller restaurer, comme ça, régulièrement, son rapport à moi, sa fameuse cassure de soi à soi, qui est de toute façon inhérente à chaque être. Mais voilà, on fait un petit tour et on a, quelque chose qui vient, nous redonner un peu de courage, sachant que là aussi c'est compliqué, puisque bien évidemment, à partir du moment où vous êtes défini comme célèbre, vous faites aussi l'objet d'une intrusion permanente, d'une mise à nu permanente, etc. etc. Bon. Donc voilà un petit peu quelques données. Et vers la fin de l'ouvrage, vous verrez à quoi, entre guillemets, sert aussi de l'utilité du stigmatisé pour le normal, et notamment l'utilité du stigmatisé pour le normal, c'est que sans cesse, il y a tout un jeu très particulier où à la fois le stigmatisé est là pour, bien évidemment, porter un poids qui le disqualifie, mais en même temps, il ne doit pas... il doit, si vous voulez, rassurer le normal sur le fait qu'il ne porte pas lui-même ce poids. Et donc c'est un jeu comme ça, très important, parce que c'est tout ce jeu d'une interaction particulière qui se joue entre le stigmatisé et le normal. Le normal essaye parfois de montrer sa bienveillance, mais attention, il ne peut pas aller non plus au-delà de ce que Goffman appelle une acceptation fantôme, c'est-à-dire qu'il joue à ne pas être mis à mal éventuellement par un stigmate qu'il considère profondément comme disqualifiant, et, dit-il, une acceptation fantôme qui est à la base, pour l'autre, le stigmatisé, d'une normalité fantôme. Le procédé est évident, on demande à l'individu stigmatisé de nier le poids de son fardeau et de ne jamais laisser croire qu'à le porter, il ait pu devenir différent de nous. En même temps, on exige qu'il se tienne à une distance telle que nous puissions entretenir sans peine l'image que nous nous faisons de lui. Donc c'est véritablement un jeu d'injonctions contradictoires, système totalement pervers.
et qui permet de faire porter uniquement sur l'autre le sentiment d'un moi précaire, alors que précisément nous sommes tous habités par un sentiment précaire de notre moi. Alors, maintenant prenons le... Puis il y a beaucoup d'autres choses, mais sinon on va y passer trop de temps. Vous dire quand même quelque chose des anormaux. Donc le texte, le cours de Foucault, en 1974. Et alors, dans le début du texte, il va revenir sur différents extraits des conclusions des examens médico-psychologiques. Et notamment, on est en 1973, il prend l'exemple de 3 homosexuels détenus à Fleury-Mérangis. Et il donne à lire, à entendre l'exposé de l'expertise psychiatrique. Je ne vais pas la lire en entier, je vais simplement, comme ça, donner quelques tonalités. Alors, voilà ce que dit le psychiatre. C'est un être assez médiocre, opposant, ayant une bonne mémoire, enchaînant bien ses idées. Moralement, c'est un être cynique et immoral. Il se vautre dans le stupre. Il est manifestement fourbe et réticent, etc., etc. Alors, visiblement, c'est un DJ. Il est évidemment moins fatigant de changer des disques dans une boîte de nuit et d'y trouver des clients que de véritablement travailler, etc., etc. Il reconnaît d'ailleurs qu'il est devenu homosexuel par nécessité matérielle. Il est particulièrement répugnant, blablabla. On est en 1974. Hein. Le gaillard a volé 2-3 trucs. Hein, donc c'est pas non plus tout va bien. Hein, c'est pas... Mais il est homosexuel. Donc, qu'est-ce que dit Foucault? Il dit, voilà, il y a 3 propriétés de ce type de discours-là. D'abord, ce discours de l'expertise médicale, de l'expertise, psychiatrique, c'est un discours qui peut déterminer directement ou indirectement une décision de justice qui concerne après tout la liberté, on pourrait dire la vie ou la mort d'un être. Donc ce sont des discours, dit-il, qui, à la limite, ont un pouvoir de vie ou de mort. En tout cas, un pouvoir de mise en liberté ou de non-liberté. Bon. Deuxième propriété de ce type de discours, ce pouvoir, dit-il, ils le détiennent de quoi? Ils le détiennent de l'institution judiciaire, bien sûr, mais ils le détiennent aussi du fait qu'il fonctionne dans l'institution judiciaire comme discours de vérité. Discours de vérité parce que discours à statut scientifique, ce qui est normalement 2 choses différentes. Mais bien évidemment, là, il y a une voie d'assimilation. Et donc, ces discours qui peuvent tuer au sens où ils peuvent enlever, bien évidemment, discours qui ont le pouvoir institutionnel de tuer. Et quand on lit ce discours, dit-il, c'est affligeant. Parce que c'est ça qu'il essaye de nous faire entendre, hein, en disant, mon Dieu, c'est terrible, et en plus, il est terrible parce que l'autre fait une coquille, il l'appelle maïotique. Ça n'existe pas, maïotique, c'est maïotique, mais il a mis de façon très docte, maïotique. Il dit, bon, non. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il cherche à dire que ces discours quotidiens de vérité qui tuent et qui font rire, ils sont là au cœur même de notre institution judiciaire. Qu'est-ce que j'appelle ça? J'appelle ça le grotesque. C'est grotesque, mais ça a un pouvoir de vie ou de mort. C'est ça qu'il dit. Alors on pourrait dire, mais c'est grotesque, je l'ai dit tout à l'heure, de façon accidentelle. Non, c'est pas de façon accidentelle. J'appellerais grotesque le fait pour un discours ou pour un individu de détenir, c'est ça qui est grotesque, de détenir par statut des effets de pouvoir dont leur qualité intrinsèque devrait les priver. L'ubuesque. Hein. Et il dit,
il suffit de faire une analyse historico-politique pour voir qu'il y a une grande catégorie du grotesque, il appelle ça la terreur ubuesque, la souveraineté grotesque. Et qu'est-ce que c'est? C'est la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. C'est cette dialectique-là. Et, dit-il, ce n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. C'est, au contraire, dit-il, que l'on cherche à montrer comment il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incontournabilité, l'inévitabilité du pouvoir, qui peut précisément fonctionner dans toute sa rigueur, dans toute sa rationalité violente, alors même qu'il est dans les mains d'un imbécile, d'un disqualifié. Et c'est ça, la folie du pouvoir. C'est ce hiatus total. C'est ça, le pouvoir. C'est pas simplement la fin de la comète. C'est le fait que la disqualification peut être totalement indissociable du pouvoir, de la rationalité violente, et c'est ce qu'il appelle l'indignité du pouvoir, la souveraineté infâme, ou encore la souveraineté arbitraire. Et alors, bien sûr, il le dit de la souveraineté individuelle classique, alors avec les exemples classiques de Néron et d'Hitler, de tout ce que vous voulez, enfin bref, les figures qu'on imagine tout à fait. Mais il le dit également, parce qu'il y a un autre lieu qui est ce ridicule qui tue, ce disqualifié qui détruit. C'est quoi? C'est la bureaucratie. C'est-à-dire qu'il fait tout un passage sur le grotesque comme élément structurant, vraiment, de la bureaucratie. Ce que d'autres appelleraient la rationalité instrumentale, la rationalité calculante, voilà. C'est un procédé inhérent à la bureaucratie appliquée. Que la machine administrative, avec ses effets de pouvoir incontournables, passe par le fonctionnaire médiocre, nul, imbécile, pelliculaire, ridicule, râpé, pauvre, blablabla. Bon. Et je me souviens, il faudrait que je retrouve, hélas, parce que c'était mais d'un texte qui était lié à l'administration américaine. Il faudrait que je le retrouve. Je ne sais plus si c'était Derrida qui avait noté ça, bon bref, qui véritablement montrait que dans l'administration américaine, il était posé qu'on ne devait pas avoir un quotient intellectuel supérieur quand on travaillait à tel et tel endroit de la douane, parce que précisément, il faut que ça s'arrête. Et que quand vous êtes intelligent, d'une certaine manière, vous laissez passer. En tout cas, il est toujours possible de laisser passer, alors qu'il y a une espèce de fermeture, de crispation, qui est celle aussi de la bêtise, mais qui, d'une certaine manière, fait que c'est un mur. Bon, donc il y avait je ne sais plus où, alors, je ne sais pas si c'est entre guillemets, quelque chose de vrai, ou, comment dire, là aussi, une espèce de chimère, mais ça rentre dans ce système-là. Plus loin dans le texte, donc il en vient à, voilà, qu'est-ce que... il va donner différents autres textes sur ce discours qui est à la fois statutaire et disqualifié, et qui est souvent aussi celui de l'expertise psychiatrique à cette époque, dans cette instance-là. Et il va parler même du but psychiatrico-pénal. Premièrement, l'expertise psychiatrique permet de doubler le délit, tel qu'il est qualifié par la loi, de toute une série d'autres choses qui ne sont pas le délit lui-même, mais une série de comportements, de manières d'être, etc., etc. Quel est l'enjeu? Je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu est de trouver dans la vie de la personne qui vient d'être stigmatisée, arrêtée, etc., toute une série qui vient anticiper
qui vient expliquer de façon morale ce qui s'est passé de façon illégale. Donc l'enjeu, c'est de trouver toute la légitimité de ce qui est posé comme illégal. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça ne renvoie pas à des infractions, parce que ça n'a rien à voir avec des infractions, ça renvoie bien évidemment à la question de la norme. Ça renvoie à une irrégularité par rapport à un certain nombre de règles morales, psychologiques, physiologiques. Si tout d'un coup vous avez un certain type de laideur, ça sera bien évidemment parce que votre âme est laide. Hein, tout ça, mais voilà. Donc il y a tout ce processus général de la normalisation sociale qui fait que, alors on pourrait considérer que, bien évidemment, il n'y a pas à marquer ça. C'est pour ça que l'expertise psychiatrique là est dévalorisée. Heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça, bien sûr. Mais parce que bien évidemment, normalement, le psychiatre ne devrait pas aller dans cette facilité-là d'aller traquer l'anormal derrière l'illégal. Mais très souvent, c'est ça. Et dit-il, la norme n'est pas simplement, ce n'est pas un principe d'intelligibilité, c'est quelque chose qui est porteur d'une prétention de pouvoir. C'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé, et c'est tout simplement une technique positive d'intervention, de transformation. Bon. Et puis, donc ça c'est... voilà. Et puis, dernier point avant les questions, comment il en vient justement à dire comment s'est construit petit à petit dans l'histoire l'archéologie de la figure de la normale. Tout d'abord, le monstre, qui a été une première étape de cette figuration-là. Et qu'est-ce que le monstre ? Le monstre, c'est bien évidemment la catégorie de la difformité, c'est la catégorie de l'infirmité ou de la défectuosité. Bon, très bien. Mais c'est aussi le mixte des règnes qui normalement ne doivent pas fonctionner ensemble. Le mixte, par exemple, d'un règne animal et d'un règne humain. Le mixte de la femme et de l'homme. C'est-à-dire ce qui vient transgresser les classifications classiques. Et la monstruosité, c'est aussi ça. C'est cette transgression de la loi, dit-il, comme tableau, hein, comme classification, entre le mixte de la vie et de la mort, le mixte de deux sexes, le mixte de deux individus, celui qui a deux têtes et un corps, etc. etc. Donc c'est ça, le monstre. C'est la transgression de la catégorie, la difformité, l'infirmité, la défectuosité. Le deuxième, c'est l'individu, dit-il, à corriger, l'incorrigible, figure du délinquant. Donc là aussi, c'est tout à fait, comment dire, important. Et puis dernier point, c'est un focus encore plus sur le corps de l'homme, à savoir, je l'ai dit tout à l'heure, l'onaniste, le masturbateur. Bon. Et en gros, dit-il, alors l'enfant, hein, bien sûr, l'enfant masturbateur, figure toute nouvelle du XIXe siècle et dont le champ d'apparition est quoi ? Est la famille. En fait, c'est même pas la famille. C'est encore un espace encore plus étroit, dit-il. C'est la chambre, c'est le lit, c'est le corps. C'est le focus comme ça du rapport du corps avec ce qu'il y a normalement de plus intime, à savoir la sexualité. Et là, tchlac, la surveillance immédiate qui se fait sur l'individu et sur le corps, et on va aller essayer de poser là une définition de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal, et d'attraper, comment dire, le gaillard
comment dire, cet endroit. Donc vraiment un contrôle social de la chair. Pas simplement du corps, mais de la chair, au sens où... voilà. Donc voilà. Donc chez Foucault, comme ça, la construction d'une théorie générale de ce qui est anormal, de ce qui est dégénérescent, etc., c'est ce qui viendra combiner ces trois grandes figures, le monstre, l'incorrigible, donc celui qui bien évidemment vient déconstruire la discipline, vient déconstruire l'autorité et montrer éventuellement l'autoritarisme derrière l'autorité, et puis bien évidemment la liberté d'un rapport au corps, la question de la jouissance, et le fait que l'on vient poser une certaine manière de jouir et non pas une autre manière de jouir. Voilà un petit peu quelques éléments et donc on a maintenant c'est vos remarques ou vos questions. Voilà.